Sous ses airs tranquilles, main dans les poches, c'est une légende vivante. L'homme le plus riche de la planète, devenu héros de l'humanitaire et de la générosité. À la tête de Microsoft, Bill Gates a gagné plus de 50 milliards d'euros, puis a décidé de les partager avec le reste de l'humanité. Monsieur Gates, pourquoi êtes-vous ici à Paris ? Je suis ici pour dire aux Français que la solidarité permet de sauver des vies et que c'est important d'être généreux. Bill Gates a reversé 95% de sa fortune à sa fondation qui porte son nom. Son nouveau job, sauveur du monde, entre déplacements sur le terrain et visites à des chefs d'État, comme ici à l'Élysée. Vous êtes heureux de cette nouvelle vie après Microsoft ? Oui, ma fondation est un grand défi personnel. Avec sa femme, Melinda, ils s'attaquent aux problèmes les plus graves de la planète. Et leur fondation distribue plus d'argent qu'aucune organisation internationale. Oui, nous avons de grands rêves. Nous sommes toujours très ambitieux dans tout ce que nous entreprenons. Alors un homme et son immense fortune peuvent-ils changer le monde ? Comment le plus redoutable businessman est-il devenu le plus grand philanthrope de tous les temps ? Et avec quelle méthode parfois contestable ? Enfin, la fortune du couple Gates leur permet-elle de décider pour la planète entière, sans contrôle démocratique ? Voyage au cœur de la fondation la plus puissante de l'histoire. C'est un jour un peu spécial pour le docteur Boutou. Il a rendez-vous avec une invitée de marque, la femme la plus riche du monde. Bonjour, Melinda Gates. Tout le plaisir est pour moi. Nous sommes au Kenya, dans l'un des plus grands hôpitaux de la capitale, Nairobi. Arrivée juste la veille, Melinda Gates est sur le terrain pour comprendre les problèmes du pays. Combien de lits avez-vous au total? Nous avons une capacité de 200 lits, mais la plupart du temps, nous avons bien plus de 200 patients. Très impliquée dans les questions de santé, elle a voulu visiter ce service qui reçoit en urgence des enfants extrêmement malades. Ça, c'est un bébé qui a été admis pour une pneumonie très grave. Mais comment avez-vous su qu'il avait besoin de venir ici pour des soins? Vous savez, j'ai l'habitude de venir ici quand mes enfants sont malades. Il avait du mal à respirer à la maison? Beaucoup de mal, beaucoup de mal. Bon, je suis très contente qu'il aille mieux. Félicitations. Faute de moyens, les maladies pulmonaires font des ravages en Afrique. Plus d'1,5 million de morts par an chez les enfants de moins de 5 ans. Ici, chaque jour, des vies à peine commencées se terminent. Mais aujourd'hui, la Fondation Gates pense avoir trouvé la solution. Avec ses milliards de dollars, elle a convaincu un laboratoire pharmaceutique américain de mettre au point ce vaccin, parfaitement adapté aux enfants des pays en voie de développement. Les premiers lots viennent d'arriver au Kenya, l'aboutissement de plusieurs années de travail. Nous pensons avoir sauvé 5 400 000 vies d'enfants à ce jour avec nos initiatives sur les vaccins. Avez-vous l'espoir de voir un jour un vaccin contre le sida ? Absolument. C'est le but ultime pour Bill et moi. Nous voulons trouver un vaccin contre le VIH et nous y arriverons. De votre vivant ? Oui, de mon vivant. Vraiment ? Oui. Avec leur fortune personnelle, Melinda et Bill Gates se sont lancés un incroyable défi. S'attaquer aux maux de la planète. La misère et l'urbanisme anarchique. Les problèmes d'hygiène et de maladie. La malnutrition et l'absence d'eau potable. Et pour cela, ils ont mis en place un outil hors du commun, à des milliers de kilomètres de là. C'est à Seattle, au nord-ouest des États-Unis, que leur fondation s'est installée. Tout près du siège mondial de Microsoft, là où Bill Gates a fait fortune. Elle existe déjà depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils sont 900 à travailler sur des projets dans le monde entier, sous l'autorité du couple Gates. Parmi eux, Apoorva, 35 ans. Sa mission,
éradiquer la polio, l'une des maladies les plus meurtrières de l'histoire. Si on y arrive, ce sera seulement la deuxième maladie de l'histoire à avoir été éradiquée après la petite vérole. C'est un objectif très ambitieux. Combien d'argent a été investi par la Fondation? On a investi plus d'1 milliard d'euros sur l'éradication de la polio. C'est l'une de nos grandes priorités. Budget annuel de la Fondation, 3 milliards de dollars, soit 2,5 milliards d'euros, plus que l'OMS ou l'UNICEF. Depuis son quartier général aux États-Unis, elle affiche des ambitions sans précédent pour la santé des populations les plus pauvres, vaccins, médicaments, éducation à l'hygiène. La Fondation Gates n'agit pas directement auprès des populations. Elle choisit et finance des milliers d'organisations à travers le monde, en Chine, en Lituanie et même en France, avec une vingtaine de bénéficiaires. Mais c'est en Afrique que ceux-ci sont les plus nombreux. Au Kenya, ce jour-là, Melinda Gates est venue les rencontrer. ONG, équipe de chercheurs, universités, hôpitaux, ils sont tous là pour rencontrer leur bienfaitrice. Le projet que je dirige reçoit de la Fondation environ 2 millions d'euros. Le mien, c'est environ 3 millions d'euros. Nous avons reçu 18 millions d'euros de dons. Je trouve que cette générosité est incroyable. Incroyable, nous avons beaucoup de gens fortunés dans ce monde, mais Melinda a été très généreuse. Mais attention, en échange de sa générosité, la Fondation donne des objectifs très ambitieux à ses bénéficiaires. Et là, mieux vaut être à la hauteur. Exemple, dans ce labo américain dirigé par un chercheur allemand, Stefan Kappe. Avec son équipe, il a pour mission de s'attaquer à une maladie qui tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, le paludisme. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle le réservoir à insectes. C'est ici que nous conservons les moustiques infectés. Normalement, nous n'avons pas de moustiques qui volent en liberté. Mais l'un d'entre eux peut toujours s'échapper. S'il vous pique, vous attrapez le paludisme. Chaque année, Stefan Kappe reçoit près de 15 millions d'euros de la Fondation Gates. Près de 75 millions en 5 ans qui lui permettent aujourd'hui de tester un vaccin prometteur contre le paludisme. Je pense que ça aurait été possible sans cet argent, mais cela aurait pris 25 ans. Avec la Fondation Gates, on y est arrivé en 4 ou 5 ans. Sans, ça aurait été bien plus long. La Fondation ne se contente pas de donner beaucoup d'argent. Elle met sur les épaules des chercheurs une pression sans précédent. Objectifs chiffrés, planning, délai à tenir. On doit réussir certaines choses avant une certaine date. Il est impatient, mais c'est bien. Je suis impatient aussi. Je veux trouver un vaccin et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. C'est vrai, nous avons de grands rêves. Nous sommes toujours ambitieux dans le travail que nous faisons. Le projet d'un vaccin contre le sida, contre le paludisme, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais chaque année, nous constatons que la mortalité infantile, elle, baisse vraiment, que la maladie recule et que les enfants peuvent se réaliser parce que quand ils sont en bonne santé, ils peuvent aller à l'école. On sent que le monde va mieux, mais ça ne va jamais mieux assez vite. Et ça, c'est dur à accepter quand on est sur le terrain. On se présente comme des optimistes impatients. Optimistes parce que nous savons que les choses avancent, mais impatients parce qu'on sent que ça pourrait aller plus vite. Alors comment et pourquoi cet homme est-il devenu le philanthrope le plus généreux de tous les temps? Retour en 1975. Le jeune Bill crée une petite société Microsoft avec son ami d'enfance, Paul Allen. L'informatique est en plein boom et les deux ingénieurs vont réussir à imposer leur système. MS-DOS, puis Windows, qui envahit la planète. 9 ordinateurs sur 10 vont en être équipés. En 1996, Bill devient l'homme le plus riche du monde, à seulement 41 ans. Fortune estimée plus de 50 milliards d'euros. Il épouse une de ses employées chez Microsoft, Melinda. Ensemble, ils auront 3 enfants. Si vous voyez à quel point nous avons eu de la chance, à un niveau vraiment extraordinaire, nous considérons que notre responsabilité est immense.
Nous estimons que les énormes gains que j'ai tirés de la direction de Microsoft doivent retourner à la société. Essayer de la rendre plus égalitaire afin d'améliorer la vie des gens. Le géant de l'informatique crée alors sa fondation, d'abord pour aider les écoles et bibliothèques américaines. Mais en 2000, il décide de voler au secours de la planète entière, en s'engageant à donner 95% de son incroyable fortune. Cette générosité, Bill Gates l'aurait-il reçue en héritage? À Seattle, nous avons retrouvé Linda Mathias. Bénévole au sein de United Ways, elle a passé sa vie à aider les déshérités de la ville et a bien connu les parents de Bill Gates. Le père de Bill Gates était un leader très influent dans la communauté. Quand les gens voyaient cet avocat en pleine réussite, très brillant et très investi dans la communauté, donner de l'argent, alors il se disait, si lui il donne, nous aussi on doit le faire. Et sa femme, Mary, était de la même trempe. Mary et Bill Senior deviennent célèbres pour leur engagement et au siège de l'association, leur fils, le petit Bill, est aux premières loges. Il s'asseyait près de mon bureau quand il avait 8 ou 9 ans. Quand son père et sa mère venaient pour des réunions, il lisait les livres qu'il avait ramenés. Il prenait des notes. Je n'aurais jamais pensé que j'avais l'homme le plus riche du monde assis à côté de mon bureau. Je pense que son père et sa mère lui ont donné le bon exemple. Je pense que ça aide d'avoir des parents qui avaient l'habitude d'être généreux. Les parents étaient des grands bénévoles. Ils donnaient beaucoup d'argent aux causes. Ils ont même envoyé des courriers ou signé des pétitions pour des campagnes. Donc oui, ça a mis en moi l'idée que si je gagnais de l'argent, je devrais en redonner une partie. Tradition familiale, mais peut-être aussi besoin de redorer son image. Car le débutant en philanthropie connaît au même moment les foudres de la justice américaine. Des procès contre la multinationale Microsoft accusée d'imposer ses produits et qui devient rapidement le symbole de la multinationale avide et sans scrupules. Dans les années 90, Bill Gates n'était pas du tout considéré comme étant quelqu'un de généreux. Il était vu comme un requin de l'industrie, un capitaliste brutal, et il était en guerre avec le gouvernement américain pour des affaires de monopole qui se sont ensuite étendues jusqu'en Europe. Il n'avait pas vraiment une bonne réputation en tant qu'homme d'affaires. Quand il a commencé à donner de l'argent, beaucoup de gens ont pensé que c'était cynique, juste un moyen de se refaire une image. Bill et moi ne ferions pas tout ça pour changer notre image. On s'est toujours investi pour rendre le monde plus juste. Je ne crois pas que travailler sur la diarrhée améliore mon image. Et je me fiche que ce soit le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de doute sur la sincérité de Bill et Melinda Gates. Mais c'est maintenant le financement de la fondation qui est au cœur des polémiques. C'est en Californie que nous sommes allés rencontrer Charles Spiller. Ce journaliste a jeté un énorme pavé dans la mare en signant pour le Los Angeles Times cette enquête de plusieurs mois sur les comptes de la fondation. Bill et Melinda Gates ont décidé de faire don de leur fortune, mais pour l'instant, ils ne dépensent que les intérêts et les dividendes de celle-ci. La fondation Gates a mis en place un système digne des meilleures entreprises de Wall Street. Les 67 milliards de la fondation ne sont pas dépensés. Ils sont confiés à un fonds d'investissement qui les fait travailler dans des centaines de sociétés pour générer encore plus d'argent. Seuls les intérêts sont dépensés pour financer les actions de la fondation. Le capital, lui, ne bouge pas. Mais en regardant de plus près les entreprises dans lesquelles la fondation investit son argent, Charles Spiller a fait une découverte surprenante. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une partie très importante de l'argent de la fondation Gates est investie dans des entreprises qui contredisent directement les nobles objectifs de leur travail de philanthropie. Ce n'est pas seulement qu'ils sont éloignés de ces objectifs, mais ils créent la misère,
ou les problèmes de santé que la Fondation Gates est déterminée à combattre ou à résoudre, et en particulier pour les gens dans les pays pauvres, mais aussi pour les pauvres en général. Sur ces listings, qui recensent les placements de la Fondation, près de 10 milliards de dollars sont investis dans l'industrie de l'armement, mais aussi dans des banques accusées d'avoir causé la crise financière aux États-Unis, ou encore dans des multinationales qui bafouent le droit du travail, et des géants du pétrole qui polluent la planète. Dans son article, le journaliste raconte l'histoire de Justice Atta, un petit garçon nigérian vacciné par la Fondation Gates, mais qui vit tout près de cette raffinerie. Il a une très mauvaise toux et des problèmes respiratoires chroniques, comme la plupart d'ailleurs des enfants de cet endroit. Les scientifiques et les autorités sanitaires les imputent aux fumées massivement rejetées par les raffineries environnantes. Des raffineries qui rapportent des millions et des millions de profits à la Fondation Bill et Melinda Gates. Publiée à la une de l'un des plus grands quotidiens américains, l'enquête a fait l'effet d'une bombe et déstabilisé la Fondation. Mais aujourd'hui, le Big Boss a tout oublié. Une question à propos de l'enquête de Charles Spiller dans le Los Angeles Times. Qui? L'article du Los Angeles Times en 2007. En 2007? Oui, il montrait les contradictions entre les investissements et les actions de votre fondation. Ok, je suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Vous avez un œil sur les investissements faits par la fondation? Je dirige la personne qui s'occupe des investissements. Donc vous avez un œil. Oui, bon, je regarde pas tout dans le détail. Hein. C'est organisé de façon complexe. Vous voyez, mais cette équipe fait du très bon travail. La seule chose que nous demandons à notre fonds d'investissement, c'est d'éviter l'industrie du tabac, parce que le tabac n'est pas très utile en termes d'amélioration de la santé. À part ça, le travail du fonds d'investissement, c'est de maximiser les revenus pour avoir plus d'argent pour les actions de la fondation. C'est tout simplement faux de dire que l'on ne pourrait pas faire extrêmement bien en investissant dans des entreprises qui se soucient juste un peu des conséquences de leurs activités. Bill Gates, seul maître à bord. À la tête de la plus puissante fondation de l'histoire, le milliardaire est aujourd'hui influent comme un chef d'État, capable d'imposer ses choix de développement à des pays et même à des continents entiers, sans aucun contre-pouvoir. Retour en Afrique, où nous avons rendez-vous dans le plus grand centre de recherche agronomique du Kenya. Un endroit sous haute surveillance, car c'est ici que sont développées les semences de demain, celles qui doivent assurer la sécurité alimentaire de toute cette région du monde. Vous devez mettre ça pour la sécurité. Vous savez, le pollen de ces fleurs, vous pourriez en emmener à l'extérieur. C'est une des choses qu'on veut éviter. C'est juste la procédure. Mais alors, quelles sont ces plantes qui risqueraient de contaminer l'environnement? C'est du coton qui a été transformé par l'introduction d'un gène qui vient d'une bactérie que l'on trouve dans le sol, la Bacillus thuringiensis. En clair, le Kenya procède ici à des expérimentations sur les OGM. Mais au Kenya, et dans presque toute l'Afrique, les OGM ne sont pas autorisés pour l'instant. Alors le docteur Ouatturu espère que ces recherches vont faire évoluer la loi, et pour cela il peut compter sur un soutien de poids. Bill Gates. Oui, Bill Gates, à travers différents projets et des institutions, a donné de l'argent pour les recherches sur les OGM. Pour moi, c'est juste en reconnaissance des bénéfices que les OGM peuvent apporter à l'Afrique. La Fondation Gates investit notamment 35 millions d'euros pour développer du maïs transgénique au Kenya et dans d'autres pays africains. Mais les OGM sont un sujet sensible pour Bill Gates. Il ne l'évoque que très rarement et devant un public choisi comme celui du Forum économique de Davos l'an dernier. Êtes-vous pour ou contre les OGM? Alors, ce que fait notre fondation, c'est que nous finançons des partenaires. Certains font du conventionnel et d'autres font du transgénique.
Nous finançons des expertises scientifiques en Afrique. Dans 3 ou 4 ans, si tout se passe comme prévu, il y aura des cultures avec des grands bénéfices. Résistance à la sécheresse, par exemple, car les techniques transgéniques font certainement mieux qu'aucune autre. En Afrique, la Fondation Gates n'est pas la seule à tenter d'introduire les OGM. Alors que nous allons partir, le docteur Ouatturu a de la visite. Un homme un peu embarrassé par notre présence. Ils veulent te demander quelque chose. Vous travaillez pour Monsanto? Oui, Monsanto, c'est le leader mondial des OGM. nous travaillons en partenariat avec la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique et les instituts de recherche au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Par qui? Par la Fondation Gates. La Fondation Gates, partenaire du géant Monsanto pour l'introduction des OGM en Afrique. Étonnant. Car Monsanto n'est pas exactement une entreprise philanthropique. Cette multinationale est le leader très controversé des OGM sur la planète, 90% du marché. Contesté pour son quasi-monopole, ses méthodes et son lobbying agressif. Quelque part en Afrique, nous avons retrouvé ce scientifique qui a longtemps travaillé dans l'industrie des OGM. Anonymement, il nous a fait une révélation surprenante. Les projets en Afrique ont été pensés par certaines personnes chez Monsanto. Et je sais que ce groupe de salariés en question est parti de chez Monsanto et travaille aujourd'hui directement pour la Fondation Gates. Qui, par exemple? Rob Horsch, par exemple. Nous avons un proverbe africain qui dit « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ». Et si cette personne a fait des OGM chez Monsanto pendant les 40 dernières années et qu'il se retrouve maintenant dans la Fondation Gates, que va-t-il faire d'autre? Arrivé de Monsanto en 2007, Rob Horsch est aujourd'hui l'un des bras droits de Bill Gates, directement en charge de l'agriculture et des OGM. Selon nos sources, il serait dans la fondation 5 ex-employés de Monsanto. Cela fait longtemps que Monsanto cherche un moyen de s'introduire sur le marché africain. Maintenant, ils ont trouvé le chemin à travers les nouvelles organisations que la Fondation Gates finance. Nous avons découvert différents liens entre votre fondation et Monsanto. Il y a plusieurs anciens de Monsanto qui travaillent aujourd'hui avec vous, comme Rob Horsch. Vraiment? Ce n'est pas exact? Si, vous avez raison. Rob est un excellent scientifique qui sait comment éviter la famine des paysans. Il y a des intérêts commerciaux pour Monsanto à introduire les OGM en Afrique. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Tout ce que fait Monsanto, ce sont des donations gratuites. C'est sans royalties, sans aucune limite d'utilisation. Aux États-Unis, c'est du business. Ils vendent leurs OGM. Mais là, ils donnent tout le travail qu'ils ont fait sur la résistance à la sécheresse à une organisation en Afrique. Et Monsanto ne gagnera pas d'argent. Cette organisation, qui est basée en Afrique, a été fondée par nous et cherche le meilleur moyen pour les agriculteurs de ne pas mourir de faim, pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique. C'est juste un don gratuit. Et ce sera toujours gratuit? Absolument, pour ce qui est des brevets de résistance à la sécheresse. Alors ces OGM gratuits intéressent-ils vraiment les agriculteurs africains? Au pied du mont Kenya, Jacob n'a pas d'hésitation. Si la Fondation Gates veut vous donner des OGM gratuits, allez-vous les accepter? Non, je ne les accepterai pas. Les seules personnes qui les accepteront seront ceux qui ne savent pas ce que sont exactement les OGM. Je ne peux pas les accepter car de toute façon, je n'ai pas d'argent pour acheter tout le temps des engrais. Pour produire ses patates douces, entretenir ses haricots rouges ou protéger son maïs, Jack n'utilise que des produits naturels et un engrais biologique. C'est moins cher.
C'est aussi très bon pour le corps. Et vous le buvez? Oui, oui, et c'est sans danger. Et d'année en année, Jack produit lui-même ses propres semences. Ce sont les meilleures que vous pouvez avoir? Oui, c'est une très belle variété, parfaite. Et on a plein d'autres variétés locales. Que voulez-vous dire à Bill Gates? Parlez à Bill Gates. Je vais te dire franchement, Bill Gates, quoi que tu essaies de faire ou de donner en prétendant que cela va nous aider, eh bien, ça ne nous aidera pas. Nous préférerons avoir autre chose que des OGM qui vont pousser en faisant des ravages, ainsi que contaminer nos propres variétés locales à travers la pollinisation. Nous disons à Bill Gates, s'il te plaît, pour le bien des hommes, ne nous donne pas de semences génétiquement modifiées. Main dans la main, la Fondation Gates et Monsanto mènent une guerre secrète pour les OGM et viennent de remporter leur première victoire. Le gouvernement kényan a autorisé la culture du coton génétiquement modifié, celui de Monsanto bien sûr, et il ne sera pas gratuit. Dans le débat sur les biotechnologies, Bill Gates a clairement choisi son camp. L'année dernière, son organisation a acheté pour près de 20 millions d'euros d'actions Monsanto. Aux États-Unis, ces polémiques n'empêchent pas la Fondation de voir toujours plus grand avec ce nouveau siège qui accueillera bientôt plus de 1000 employés. Coût des travaux 400 millions d'euros pour un quartier général ultramoderne à la hauteur des ambitions de la Fondation. Ça a été construit pour durer 100 ans, c'est vraiment conçu pour un engagement de long terme. En s'installant ici, la Fondation Gates ressemblera à ce qu'elle est devenue en 10 ans, l'une des plus grandes organisations internationales. À une différence près, elle n'existe que grâce à un seul homme, son argent, son pouvoir. Ici, le patron, c'est Bill Gates. Pas de vote, pas de compte à rendre, pas de contrôle démocratique. Ce qui n'est pas démocratique, c'est qu'1 million d'enfants meurent chaque année du paludisme. Les riches peuvent garder leur argent pour eux-mêmes ou ils peuvent décider d'aider les plus pauvres. C'est à eux de décider. Mais quand on entend les voix des enfants qui meurent, ou quand on voit comment les maladies piègent ces pays dans la pauvreté, eh bien nous devrions plutôt célébrer chaque personne qui s'implique dans ces questions. Et nous espérons que beaucoup plus de gens s'engageront à l'avenir. Bill et Melinda Gates souhaitent que leur fortune soit intégralement dépensée par leur fondation dans les 50 ans qui suivront leur mort. De quoi laisser dans l'histoire une trace presque éternelle.